Et j'ai le plaisir donc d'accueillir pour cette troisième table ronde intitulée « Quand la Chine touche toute l'Asie, éternue-t-elle » avec nous Baek-Zhu, bonjour. Vous êtes stratégiste global chez Exane. Également avec nous Naoyuki Yoshino, doyen, dean, the Asian Development Bank Institute. Thank you for being with us today. Also with us Maria Teresa Pereno Lazaro, the Filipino ambassador here in Paris, ambassadrice des Philippines ici en France. Merci d'être avec nous. Et enfin Anil Sharma, directeur général, Global Director at IFFCO Group. Thank you. Une première question peut-être pour faire un point déjà sur l'état réel de l'économie chinoise, parce que bon, on entend évidemment souvent des interrogations sur, entre l'objectif fixé par le pouvoir central à Pékin et la réalité des chiffres de l'économie chinoise. Quel est l'état réel aujourd'hui de la Chine? Les chiffres sont-ils aussi fiables qu'on le pense? Alors ça, c'est une question qui équivaut à un casse-tête chinois. Alors il est très difficile de dire si les chiffres statistiques chinois sont suffisamment fiables, sachant que l'anecdote de ce matin, c'est que le directeur du Bureau national des statistiques, qui est l'homologue de l'équivalent de l'INSEE, et lui, il a été mis en examen pour des questions de discipline. Alors, je ne sais pas pour l'instant comment interpréter cette information, mais en tout cas, voilà, il y a énormément de choses qui se passent au niveau des autorités, et ce n'est pas non plus les dernières à admettre qu'il y a un manque de fiabilité au niveau des chiffres statistiques. Alors, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que je voulais vraiment dire pour qu'on essaye de comprendre la situation de la Chine, c'est de mettre la Chine dans son contexte. La Chine a décidé de faire sa réforme d'ouverture il y a 30 ans. Donc c'est vraiment une économie en transition structurelle de l'économie planifiée vers l'économie de marché. Alors évidemment que les mécanismes de l'économie de marché ne sont pas tous en place, donc il existe des dysfonctionnements évidemment, y compris l'appareil statistique. Donc la Chine, c'est un pays équivalent à un continent, bien évidemment, avec plus d'1,3 milliard de personnes. Déjà, ça nécessite une efficacité de l'appareil statistique extraordinaire pour qu'on puisse vraiment interpréter les vrais chiffres. Enfin, déjà, vraiment de mesurer l'état de l'économie chinoise. Et ça, c'est pas du tout une mince affaire, et surtout pour une instance statistique qui avait l'habitude de travailler dans un système de l'économie planifiée. Voilà. Donc, c'est pour cela que les gens, les analystes, les économistes, on se focalise sur les indicateurs qu'on pense être fiables, notamment la production de l'électricité, la production du ciment, ou alors les trafics. Parce que nous pensons qu'à partir de ces chiffres-là, il y a très peu de marge d'erreur d'interprétation ni de mesure. Alors, évidemment, lorsqu'on essaye de percevoir quelque chose, on se focalise sur ce qui est percevable. Et quand on regarde ça, on a l'impression que ça ne va pas du tout. Parce que tous les indicateurs que je viens de citer, ils ne progressent plus du tout aujourd'hui. Donc ça veut dire que si on se fie vraiment à ces indicateurs, on a l'impression que l'économie chinoise est en arrêt. Donc on n'est plus à 6,8, 6,9%. On n'est plus du tout à 6,8, on est plutôt à 0, on est plutôt à 1, et de temps à autre, on est plutôt à moins 1, moins 2, parce que la production de l'électricité, comme vous le savez, avait quand même passé quelques mois en progression négative. Donc on se dit, il y a vraiment des choses qui ne vont vraiment pas en Chine. Or, ce qu'il faut vraiment qu'on garde en tête, c'est que c'est une économie qui est en transition de modèle et de croissance. Donc si ce sont des indicateurs qui, auparavant, étaient plutôt fiables pour mesurer l'ampleur ou la dynamique de croissance de l'économie, c'est parce que l'économie était reposée sur la vigueur de l'industrie. Alors aujourd'hui, il y a quand même un secteur de services qui est en bonne progression, qui représente un peu plus de la moitié du PIB chinois. Et or, évidemment, la production de l'électricité, du ciment, la consommation de l'énergie, tous ces indicateurs-là mesurent très 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 mal la dynamique des services. Donc déjà, on est vraiment dans une sorte de passage dont les indicateurs sont vraiment pas suffisants pour mesurer la vraie température de l'économie. Déjà, il y a ça. En plus, en termes d'une autre transition du modèle de croissance, on est dans une transition de l'investissement vers la consommation. Alors évidemment, l'investissement, tout le monde est d'accord, il y a un consensus, l'investissement ralentit. Or, il y a une résilience de la consommation.
de la part du pouvoir d'achat des ménages. On le voit notamment à travers la consommation des services, la consommation des biens de consommation plutôt sophistiqués. Cette résilience, on le voit bien à travers les ventes au détail. Or, les ventes au détail en Chine, c'est vraiment une donnée statistique qui est très désuée, puisque dans cette donnée-là, on inclut seulement un seul service, qui est la restauration. Or, les ménages chinois consomment de plus en plus des soins de santé, l'éducation, les services de l'éducation ou encore les loisirs. Juste pour vous citer à titre d'exemple, le box-office sur le marché domestique chinois est en croissance de 50% en glissement annuel, et ça tout au long de l'année 2015. Donc vous avez vraiment la dichotomie entre l'investissement et la consommation, l'industrie et les services, et donc aujourd'hui il est vraiment difficile, même pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est un casse-tête chinois, j'ai beaucoup de mal à avoir une idée figé sur l'état de la croissance chinoise. Alors évidemment, si on se fie aux chiffres statistiques officiels, bon, c'est en ralentissement, mais peut-être le ralentissement est beaucoup plus brutal au niveau de l'industrie, au niveau de l'investissement, alors que dans d'autres secteurs, il y a quand même une certaine résilience. Sur les points qu'on aborde en ce moment, on a l'habitude effectivement chaque année d'évoquer les risques liés à l'abus immobilier, au poids de la dette privée, au développement du shadow banking. On en est où aujourd'hui concrètement? Alors aujourd'hui, il y a vraiment un risque lié à l'endettement, si j'ose dire en termes très généraux, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, ce qu'on appelle vraiment un système de shadow banking. Je pense qu'il n'y a vraiment pas suffisamment d'éclaircissement là-dessus, notamment dans la presse ou dans le monde occidental. Mais bon, de toute façon, on est bien d'accord que les dettes ont beaucoup augmenté, et notamment les crédits bancaires. Donc pour moi, la majorité du risque consiste en tout ce qui est crédit bancaire, qui aujourd'hui, avec un encours qui représente 140% du PIB chinois. Donc ça, c'est quand même assez important. Alors, en termes, au niveau absolu, ça représente un risque, mais aussi en termes de l'allocation de ressources financières. C'est là où le risque est encore plus important. C'est que toute cette augmentation de dette dans l'économie chinoise a été servie pour financer les secteurs qui ne sont pas très productifs. Notamment, vous avez tous en tête, l'industrie lourde, tous les secteurs liés à la construction, etc., donc à l'investissement. Et donc aujourd'hui, lorsque la rentabilité du capital baisse, ou de toute façon ça n'a jamais été très élevé, et donc il y a évidemment un souci de l'augmentation du risque de crédit dans le système bancaire. Donc dans un système normal, évidemment, c'est un problème qui peut mener jusqu'à une crise bancaire ou une crise financière. Alors, maintenant, si on revient au système chinois, donc, si on doit donner une idée de perspective, donc, je ne pense pas qu'on ait vraiment commencé à un nouveau cycle de deleveraging. Non, pas encore, parce que les crédits bancaires tendent à augmenter encore, puisque l'État a besoin que les crédits bancaires continuent de soutenir la croissance de l'économie. Alors, ensuite, est-ce que ça mènerait à une crise bancaire ou une crise financière? Peut-être pas tout de suite. Et puis si l'État chinois essaye de gagner un peu de temps pour réformer le système, peut-être on arrive à éviter ce scénario extrêmement catastrophique. Pourquoi, pour l'instant, l'État chinois arrive à contenir ce risque financier? Tout simplement parce que ceux qui sont endettés et ceux qui sont créditeurs, ce sont, on va dire grosso modo, le même secteur, ou on va dire la même personne, pour vraiment simplifier. C'est l'État qui prête à l'État. Je schématise, c'est les entreprises publiques ou les entreprises qui sont très proches des entreprises publiques qui s'endettent au niveau des banques qui sont aussi majoritairement détenues par l'État. Donc vous avez des sociétés qu'on appelle les bad banks, qui peuvent absorber les bad loans, donc d'une part. Et puis, vous avez les banques qui peuvent recevoir l'ordre des autorités pour continuer à rouler sur ces crédits-là, pour ne pas que les bad loans deviennent les bad loans. Et puis, vous avez, troisièmement, injection de liquidité
par les autorités chinoises. Alors, je parle des autorités chinoises parce que vous ne pouvez pas vraiment séparer de State Council, de la Banque centrale et du Parti communiste. C'est très difficile de tout séparer. Alors, c'est pour ça que je parle en termes génériques, les autorités chinoises. Donc, les autorités chinoises peuvent encore injecter des liquidités sur le marché, d'autant plus qu'aujourd'hui, le risque inflationniste n'est absolument pas élevé. Voilà. Donc, ils ont du temps pour contenir ce risque-là. Et s'ils arrivent à utiliser ce temps-là pour faire des réformes financières, on arrive à éviter ce scénario catastrophique. Merci. Je vais juste prendre ceci. Voilà, j'en aurai besoin pour la suite. Mais on voit bien effectivement les marges de manœuvre qui, d'après vous, continuent d'exister dans une économie en transition et qui expliquent donc sans doute aussi les mauvais chiffres perceptibles à travers d'autres indicateurs que la croissance telle qu'elle nous est donnée par l'État chinois. Dean Yoshino, before we go to your first slide, a global assessment of the situation in China. Is there a risk of a hard landing in 2016, or has it already happened? Okay, I think there are two ways to look at Chinese economy. One is a soft landing scenario. China has created huge excess capacities, especially in iron and steel and cement and so on. And China has established Asian Investment Infrastructure Bank, AIIB, 2 weeks ago. And the purpose of that AIIB is to utilize domestic excess capacity to expand infrastructure investment outside of China. And if that is successful, the excess capacity within China may be reduced. And then that will expand some of the development of surrounding countries. So that is one good scenario. Secondly, as you mentioned, domestic middle-income classes are growing, and their consumption is very stable. So the manufacturing-oriented economy will gradually shift to services-oriented economy. So that is the second good scenario. However, two strong structural problems in China. One is central to local government relations. Local government relies on property income tax rather than corporate or general income tax. Most of the tax revenues goes to central government. So local government has to rely on property tax. Then they prefer bubble and high rent prices. That has created a shadow banking. So in order to clear cut that deposit-taking banks and shadow banks has to be clearly separated. And the shadow banks should not be guaranteed by the government. That is one structural necessity. And second one is central bank's balance sheet. Most of the central bank balance sheets are foreign reserves. So if they keep on exporting and foreign reserves increases, then they have to print lots of money. So money supply will be created. And how do they reduce their money supply? So once the liquidity is created, then they increase reserve requirement of banks. And then absorbing those reserve requirements and liquidity will be absorbed. So I think China has two structural problems, and that has been also completely resolved. If we talk again about you talked about the AIIB for the excess capacity. If we talk about which industrial sectors are in excess capacity, we can see here, this is your first slide. Is China losing its competitiveness or simply moving up the value chain? Yeah, I think major part of excess is coming from manufacturing-oriented sectors, especially those hard infrastructure and so on. So I think they have to change into services-oriented industry. Yes. And the innovation for services will be definitely required. Okay, which ones in particular? Do you have some specific sectors in mind? Consumer-oriented services sector. Okay. Anil Sharma, your company, IFFCO, yes, is one of the largest producers in the agribusiness sector and also a retailer of processed food products. You have built a large customer base in China. You also have an office in China and soon a production facility. I guess you've witnessed to the emergence of a significant middle class, reflecting a new
reorientation of the Chinese economy towards a more consumer-oriented economy. As a company exporting agricultural products to China, do you see this trend subside or gaining momentum? Because agriculture commodity is always very important for any country, and so the consumption has to be there. So I'm not really seeing any kind of subsidization of this trend. It's continuing. Rather, we are facing, sometimes the problems because the currency is getting devalued. So you have the problems in getting payments on the time. So there are the delay in the payments, etc. But I'm not really seeing a major, bankruptcies happening or things like that, because we also try to take the risks into stride when we want to deal with the customers in different countries, no matter whether it is China or other continents. So what we try to do is we try to enter in an agreement, advance agreement with the customers, and with some payment terms given very clearly. And we also try to deal in the secured mode by way of the letter of credit, or maybe the bank guarantee, or the advance payments, or the credit insurance. Because receivables in our case are approximately 40% of our current assets. So they are very important ingredient of the whole operation of the business. So this is how we try to mitigate or manage the risk. Because commodity price, again, is very challenging, because 5 years before, probably it was a trend which used to happen maybe three times in a year. But now you have to monitor the values once it started being traded on the stock exchange and other. Commodity price volatility has really increased. So you really need to have the lead time forecasted analysis done in a proper way. Because at times what happens if there is a lead time of delivery of the goods. So if the prices have dropped after the order confirmation, probably sometime it is happening that customer is denying to accept the goods, etc. So we have certain challenges in that area. So probably we try to, mitigate the risk by entering into agreement. But obviously you're not affected quite as much as the energy producers, for instance, exporting to China. Not really, because only the payment delays are there. But otherwise, I don't really see any major change happening in that. Let me turn it to you, Madam Ambassador. Your country, the Philippines, does not seem at all actually driven down by the situation in China. Some say it is immune to the Chinese slowdown and also to US rising interest rates, which are affecting some other countries. Can you explain to us how and why? Well, probably the word is not really immune, but more of resilient to the slowdown of China as well as the US interest rates. But I can give three reasons. The first reason is because of the remittances from our migrant workers, as well as the business process outsourcing receipts. Like we only receive 0.1% of GDP from our remittances from China. And of course, with regards to BPO, I think we have a population which has just reached what we call the demographic sweet spot, whereby by last year we have reached the average age of 23.5 years old with excellent education as well as excellent English language skills. Now, these two drivers of our economy has the least connection with the slowdown, among others. The second reason is our strong macroeconomic fundamentals. I think since the Aquino administration was elected, there has been an institutionalization of structural reform, governed or rather guided by good governance. In fact, I have to thank COFAS for giving us an upgrade since 2014. And again, I thank COFAS for this. And the third one is because we have a slower, or rather a smaller trade with China compared vis-a-vis with our other ASEAN neighbors. It's about 14%, and more so, we have a big deficit. Trade deficit with China is about $1.4 billion. So basically, those are the three reasons why we're we're resilient in terms of vis-a-vis China's slowdown. You have this activity growing in your country, the business process outsourcing. Do you see it? How do you see the trend? Do you see it moving up market? It's definitely going up market. Just to illustrate,
In 2010, Philippines is officially overtaken India in terms of the voice sector in the BPO industry. At present, the voice sector is 65%, but there is this fastest growing sector in the non-voice segment that is actually financing, auditing, healthcare, and IT. However, I think there are other exciting aspects of the BPO industry like animation and video game development. In fact, I was in Angoulême, which is your hub for animation, and I see there's a lot of areas of cooperation in this field. Thank you. Thank you, Madam Ambassador. Obviously, the Philippines is one of the fastest growing economies, not only in Asia, but in the world as we speak. Vietnam is the other one, the other bright spot in Asia. Dean Yoshino, how do you explain the situation? Is Vietnam taking advantage of higher labor costs in China? Okay. Vietnam, Myanmar, Cambodia, and including some part of India is growing very rapidly because their wage rates are lower than China. And as you mentioned, some of the industries are moving to those regions. However, I was in India last week. They need infrastructure investment in order to step up their growth rate. Especially some of the infrastructures are cross-border, across the border. For example, northeastern part of Vietnam or India has to go through Myanmar or other countries. Mm-hmm. And construction of cross-border infrastructures currently very difficult because those countries which go through will not be benefited. So they do not want to construct those highways. And now I'm proposing to pay some of the spillover effects after the completion of infrastructure, and tax revenue goes up in the region. And part of those tax revenues should be paid to the neighboring country in order to complete cross-border infrastructure. So bringing them the additional income after the completion of infrastructure, that can allow lots of cross-border investment. Because Laos, Cambodia, Myanmar, these are the countries where the Chinese investment as a share of GDP is the highest in Asia. Yes, and that is increasing a lot. But the cross-border infrastructures, cross-border activities are not well done among those countries. Because of the current situation in China? Not necessarily, but if AIIB comes into those regions, they are very much interested in infrastructure investment. That is, again, the externalizing their overcapacity to abroad. So probably that will become a win-win situation for Chinese economy. Okay, we'll go back to Malaysia and Indonesia in a minute. I just want to turn it to Anil Sharma. What about Malaysia? Your company has built a strong presence there. What about your industry? What's the implication for palm oil export in particular? And how does your company react to this changing environment? As far as our company is concerned, because if suppose we have the fairly diversified geographical customers spread across the different continents. So if we face a particular problem in a particular country because of the delay in payment, etc., we try to sell the goods to the other country. So we really don't face any problem as far as the China is concerned because we have the sale happening to the Europe, west of Africa, east of Suez, west of Suez, and in the European countries and different, even the America, some of the sale is happening. So we are not really having any major impact as far as our industry is concerned. Okay, except the commodity price, because that's again quite challenging because of the the volatility is very high and it happens more frequently as compared to it was earlier. Malaysia, Indonesia, these two countries have seen their currency go down. They're also heavy commodities producers, oil producers. They have this in common. Will their currencies continue to fall as it has in the past few months? Okay. Indonesia and Malaysia are the two countries in the Asian region which rely on commodity exports, especially oil exports. As you can see here, this is exchange rate fluctuations in Malaysia and Singapore. And thick line, horizontal line, is the Chinese exchange rate. It used to be fixed exchange rate, and gradually their weight for the US dollar has been diminished. But as you can see here, the many Asian countries, the exchange rate becomes very close to Chinese renminbi because their export and imports trade balances become very, very tight
tight with China. And I think Indonesia has much more problem compared to Malaysia. 30% of their government debt are dollar-denominated debt in Indonesia. So in 1997, Asia has experienced huge inflow of capital and outflow of capital. So unless those 30% of dollar-denominated bonds are substituted by domestic savings, otherwise Indonesia has serious problem. And how to increase domestic savings in Indonesia? And many Indonesian rich people not put their money into Indonesia. They put money into Singapore rather than keeping it in domestically. So the circulating domestic savings within the country is very keen for Indonesia. How is your company, Anil Sharma, affected by the fall in the ringgit? It was affected, in fact, it was benefited in many ways because the people have to pay the less dollars compared to what they used to pay earlier because of the fall in the ringgits. Yeah. Madam Ambassador, speaking of Chinese investment, as you said, the Philippines is actually a net investor to China and not the opposite. That's correct. We have more investments, Philippine investments in China than the other way around. Which is a very peculiar situation. What about your balance, the exports versus imports? Well, if you're talking about commodities, well, the Philippines is both an exporter and an importer. But as an exporter of commodities, it's just 1%. We're basically exporting gold and copper, which is only 1% of our total GDP. We are a heavy importer of course, crude oil and petroleum products. But if I may continue, it's the lowering of the prices of commodities is actually a good element for us in the sense that the purchasing power of the Filipino consumer, I mean, it's because the prices have gone down, then there's some other excess money there that can be used for domestic consumption. Big-Soo, comment voyez-vous l'évolution des différents pays d'Asie, notamment d'Asie du Sud-Est, à la situation en Chine? Alors, il peut y avoir plusieurs types d'interactions entre la Chine et le reste de l'Asie. Alors, à l'immédiat, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même le risque de change du renminbi chinois qui pourrait exercer une pression à la dépréciation supplémentaire à toutes les devises asiatiques, sachant que les économies asiatiques sont assez exportatrices. Donc, je reprends par l'origine du problème. Donc, aujourd'hui, on a quand même une pression à la dépréciation du renminbi qui est une dépréciation subie et pas une dépréciation voulue par les autorités chinoises. Donc, ça, c'est lié à l'ancien modèle de croissance qui était basé sur l'investissement. Donc, beaucoup d'argent a été utilisé dans des projets qui ne sont pas vraiment rentables. Et donc, vous avez une baisse assez rapide du rendement des actifs, que ce soit réel ou financier, dans l'économie domestique en Chine. Or, tout le monde sait que l'économie chinoise, c'est une économie qui est en abondance d'épargne. Donc, évidemment, vous avez des liquidités qui veulent sortir du pays. Donc, ça crée vraiment une raison, entre guillemets, légitime de capital outflows qui sortent de Chine. Donc, ça c'est vraiment une pression structurelle de dépréciation du taux de change du renminbi. Donc, aujourd'hui, avec une efficacité partielle, les autorités chinoises arrivent à contenir cette pression à la dépréciation. Mais évidemment, ils peuvent laisser filer tant que la tension du marché s'apaise un peu plus pour essayer de monitorer graduellement le rythme de dépréciation du renminbi. Donc ça veut dire que la dépréciation du renminbi, c'est quand même la tendance structurelle. Et ça, évidemment, ça exerce une pression à la compétitivité extérieure de tous les voisins de la Chine qui soit partagent un marché tiers, donc commun avec la Chine, ou soit qui exportent à l'économie chinoise. Donc c'est pour ça que là, à l'immédiat, ce que je vois, c'est vraiment un impact lié à la dépréciation sur les marchés de change dans la région asiatique. Alors, évidemment, un peu plus tard,
un peu plus tard, si on n'est pas financier et qu'on parle en termes économiques, donc on regarde à moyen et long terme, on a quand même cette hausse du coût de main-d'œuvre en Chine, parce que vous avez toujours le vieillissement démographique, avec la mise en place de la politique de l'enfant unique au début des années 80. Et donc aujourd'hui, la population active en Chine ne progresse plus. Et à partir de 2022-2023, vous aurez une baisse très brutale de la population active en tant que part dans la population totale. Donc de toute façon, la Chine ne sera plus un pays manufacturier suffisamment intéressant pour la délocalisation des grandes industries, des multinationales. Et donc évidemment, vous avez des pays émergents en Asie qui, avec le coût de main-d'œuvre plus faible, et notamment avec de la population jeune, peuvent récolter ces délocalisations ou des capacités de production. Donc ça, c'est la première, je pense, le premier impact qui déjà est en cours, même si aujourd'hui, on ne voit que partiellement. Hein. Ensuite, vous pensez qu'il y a davantage encore d'effets qui vont se faire sentir au Vietnam notamment? Il peut y avoir, et notamment venant des capitaux chinois. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, vous avez des investissements directs chinois dans les pays voisins, oui, parce que les coûts de main-d'œuvre sont suffisamment intéressants. Alors, vous avez cet effet-là. Et puis, vous avez notamment aussi la Chine en tant que marché. Ça, on parle peut-être pas suffisamment. Et aujourd'hui, l'impact se voit très visiblement au niveau du Japon, au niveau de la Corée du Sud et au niveau de Taïwan. Alors ça, c'est vraiment, c'est assez marrant à constater. C'est qu'on voit, hormis les conflits historiques entre la Chine et le Japon, il y a de plus en plus de touristes chinois qui vont au Japon. Et quand ils vont au Japon, ils ne vont pas seulement pour visiter. Et c'est un peu comme les touristes chinois qu'on voit à Paris, mais ils ramènent énormément de produits japonais. Et c'est même, enfin, en France, on comprend pourquoi les Chinois achètent du parfum, les Chinois achètent des sacs ici à Paris, mais au Japon, est-ce que vous avez une idée de ce que les touristes chinois achètent là-bas? C'est une question, non, aucune. Les cuiseurs de riz, les cocottes minutes. Ou alors, vraiment des produits de consommation extrêmement basiques. Pour la qualité ou pour le prix? Évidemment pour la qualité, parce qu'un cuiseur de riz, ça coûte 5 ou 6 fois plus cher au Japon qu'en Chine. Mais quasiment chaque touriste chinois, il ramène avec un cuiseur de riz. C'est quand même assez extraordinaire. Ah oui. Et c'est pas parce que la Chine n'est pas capable de produire, mais c'est tout simplement parce qu'ils considèrent qu'il y a une meilleure qualité au niveau du produit japonais. Et ça, pour l'instant, l'économie chinoise ou les manufacturiers chinois n'arrivent pas encore à le faire. Parce qu'il y a visiblement un problème d'offre au niveau du marché domestique en Chine. Il n'y a pas suffisamment d'offres intermédiaires. Et donc, de gamme intermédiaire pour la consommation, pour les biens de consommation quotidienne. Et donc, c'est pour cela que vous avez le Japon, la Corée du Sud et Taïwan qui en bénéficient pleinement. Et là, cette partie de l'économie chinoise, c'est une partie qui est très résiliente. Puisqu'on en voit, on voit les touristes partout. Et donc, tout ça, c'est pour dire que vous avez quand même cette tendance-là qui peut encore perdurer, et vous aurez peut-être d'autres pays asiatiques et puis qui peuvent aussi en bénéficier, notamment des pays producteurs des produits alimentaires. Ou des produits alimentaires transformés. Vous avez la Thaïlande notamment qui exporte énormément à la Chine et ça a une tendance qui peut aussi perdurer dans le temps, notamment liée au développement du marché domestique en Chine. Do you want to react to what's just been said, Anil Sharma, because of course your company is directly concerned? Yeah, because we are also selling some processed foods to China as well as the raw material. So of course there's a huge market available and it is advantageous to sell to China because there's a huge market availability. Combiné au ralentissement chinois, and maybe I'll ask this question in English so both of you understand, combined with the moderating Chinese growth, what will be the impact of further US interest rate hikes on Asian corporate borrowers and also on Asian countries? You want to start first? Yeah, okay. So please. Yeah, okay. I think China has not so much affected by increase of U.S. interest rate because China is still capital control. But other Asian countries may be affected. And that is because that their outflow of capital may be coming. But as I just mentioned about the exchange rate mechanism in Asia. In 1997,
Asian countries had opened the capital market, and then free float has been started. Currently, each Asian country has accumulated lots of reserves compared to those days. So that similar kind of crisis can be avoided of 1997. However, we may face with unexpected different crises. And that may not coming from capital inflow, outflow, but much more on aging population and social issues. That may be another important. And one thing about the Chinese exchange rate, last year, 2015, OECD published the China's exchange rate. They have proposed basket currency system for China, putting some weight for US dollar, euro, and Japanese yen. And I think about a month ago, China has introduced those basket currency system. However, the weight for US dollar is still very large. So they have to reduce those weights for the basket. Alors, pour compléter en quelque sorte la réponse à cette question-là, évidemment, la hausse du taux d'intérêt américain, ça pourrait poser un problème du financement des économies qui ont été assez dépendants des liquidités en dollars, parce que ça provoquerait une raréfaction des liquidités en dollars, bien sûr. Mais alors, ensuite, en termes macroéconomiques, quel serait le risque s'il y en a un? C'est évidemment un risque de balance de paiement pour les pays qui sont endettés en dollars. Pour les pays qui sont endettés, même au niveau extérieur, si ces dettes ne sont pas majoritairement en dollars, le risque est extrêmement limité. Or, vous avez quand même un certain nombre de pays qui, dans le temps, grâce ou à cause de l'expansion de la politique monétaire des États-Unis, ont augmenté énormément leurs dettes des entreprises, mais en dollars. Là, vous en avez un dans la région, vous en avez trois dans le paysage émergent qui sont vraiment susceptibles d'avoir une crise de balance des paiements avec ce currency mismatch. Et donc, dans la région, vous avez l'Indonésie. Pour l'Indonésie, 50% des dettes des entreprises sont exprimées en dollars. Donc ça, c'est la dernière étude de BIS qui avait publié ce chiffre-là. Et notamment, vous avez le Mexique, je pense qu'on va revenir avec notre table ronde. Et donc ça, c'est le plus grand risque, je pense, dans la région. Après, structurellement, vous avez un autre risque lié à la hausse du taux d'intérêt aux États-Unis, si ça a vraiment lieu. Ça pose un souci à tous les pays ou à toutes les économies qui ont un régime de change lié au dollar. Donc, qui dit un régime de change ancré sur le dollar dans un environnement de circulation libre des capitaux, qui dit on importe directement la politique monétaire des États-Unis. Donc, c'est une conséquence. Donc, vous avez notamment Hong Kong, qui est en currency board par rapport aux États-Unis. Et vous avez aussi Singapour, qui fonctionne sur un panier de devises, mais on soupçonne que le poids du dollar est extrêmement élevé dans ce panier de monnaie. Et donc, vous avez ces deux économies, même si leur cycle économique ne correspondent pas vraiment à celui des États-Unis. Là, je parle vraiment en l'occurrence surtout de Hong Kong. Mais vous devez obligatoirement, à cause de ce régime de change, importer la politique monétaire des États-Unis. Et là, ça crée vraiment un mismatch de cycle économique et donc des outils de politique monétaire. Et ça, c'est un risque de croissance dans ces régions-là. Let's now talk about the policies that you advocate. The Asian Development Bank can recommend specific policies to its member states. What actually are you calling for in the current context? Philippines is different from other Asian countries. Many Asian countries have developed by production networks and producing lots of products and exporting to US and Europe. However, I think if the Chinese economy started to be a very sustainable growth, then China will become one of the big importer from Asian countries. In Philippines' case, I think remittances has helped a lot for Philippine economy, and probably tourism may be another industries for Philippines. So, but the concern is about Indonesia, how to cope with those huge dollar-denominated debt. And they have to increase domestic savings. Lastly, the problem of all Asian countries are facing with aging population, so that the pension funds and those retirement benefits has to be well established.
and also retirement age has to be postponed. Those are the very important long-run issues. Thank you. If we go back to the Philippines, there's also the idea, the project financing, and there's one that we talked about before during this panel discussion. It's the Tagalog, Southern Tagalog arterial road. I think we have a slide on this, and I would like to ask you to comment quickly because we have the ambassador with us. This is Philippine Manila's highway, and it was a very successful highway because the completion of highway will produce lots of SMEs along this highway, and employment has been created. So I think the good infrastructure will definitely needed in many Asian countries. So it's about the spillover effects on the rest of the economy. Madam Ambassador, can you explain to us how this has contributed to creating wealth and jobs in the regions? Well, in connection with the ADB. In connection with this, first of all, I just want to say that the Asian Development Bank, its headquarters is in Manila, has been one of the important partners of the Philippines in terms of economic development. And as time progresses and since development, we're reaching a certain stage of development, and the only way to gain the momentum is infrastructure development. Thus, this particular arterial road is definitely going to exactly focusing on our development efforts. Well, I just want to add also that we are also participating in the AIIB simply because these development efforts, we're looking at bilateral as well as multilateral institutions that can augment and complement our existing portfolio of infrastructure projects. Thus, all of this is happening. Infrastructure development is one of the most important things for us. Well, the Asian Infrastructure Investment Bank, China-led project that you actually mentioned, Dean Yoshino, at the beginning of this panel discussion. How is the ADB going to work in connection with the AIIB? Is this a rival institution, or are they going to work together in project financing? Okay. Asia needs lots of infrastructure investment. The money from AIIB is not enough. Money from ADB is not enough. So I think both international organizations should have to work together. But we have to construct good spillover impacts infrastructures, and cross-border infrastructure has to be managed by those international organizations. Each country is very difficult to construct cross-border, and Asia has to have huge network will be required, like in Europe. So we have to learn a lot those infrastructure investment in Europe. Thank you. Anil Sharma, China has launched several initiatives in the region recently. There's the One Belt, One Road with the Silk Road Fund, which aims to accelerate infrastructure development across Asia. What do you think will be the impact over the medium term? I think this initiative would definitely help, but would be more helpful to the Asian nations rather than helping to China that much, because most of the Asian countries would be using the sea route for transfer of the goods and the commodities, because the land transportation is always very costly as compared to the sea route. So in the medium term, of course, it is going to be very clearly assisting the various countries, but China may not be that much benefited by this one Silk Road or Silk Route. BRICS ou la New Silk Road dont on parle beaucoup en ce moment, ça peut être effectivement ça peut être un relais de croissance pour la Chine ou plutôt pour un moyen pour la région d'accroître les possibilités de commerce. J'aurais pas dit un relais de croissance dans le sens où, alors c'est une façon pour la Chine évidemment de déployer ses capacités dans la région. Hein. Il y a une stratégie géopolitique qui est bien là. Économiquement parlant, je pense que ça permet à ce que la Chine exporte ses surcapacités de production. Donc c'est une façon on va dire, de délocaliser ces surcapacités de production vers des régions qui en ont besoin. Donc lorsqu'on raisonne en croissance économique, ce sont des investissements qui vont être réalisés mais qui ne seront pas comptabilisés dans le PIB chinois. Donc stricto sensu, ce n'est pas un relais de croissance pour la Chine. Par contre, ça permet à ce que les entreprises chinoises acquièrent en puissance dans la région. Ça, c'est sûr et certain. Donc ça augmente le GNP de la Chine, mais ça n'augmente pas le GDP de la Chine.
Madam Ambassador, are you concerned by China's claims on the South China Sea islands, and are you concerned that they may dampen efforts to boost trade in the region? Well, my answer is no. The issue of the South China Sea will not dampen the trade relations simply because in our bilateral between the Philippines and China, we have been following two tracks, the economic track and the political track. The economic track is robust. I just have mentioned a while ago that there are more Philippine investments in China than China to the Philippines. And trade has been going. In fact, there's another third track in our bilateral relations, which is cultural and people-to-people exchanges. The political track has always been independent of the economic track. And this goes true for ASEAN. In fact, when ASEAN discusses the ASEAN Economic Community, this is totally different from the issues on the South China Sea. Well, just for the information of our colleagues here, by the end of the first half of this year, hopefully the arbitral tribunal will come out with a decision on the Philippine entitlements on this issue on the South China Sea. Thank you. Thank you. How do you see the ASEAN Economic Community? Is it an initiative spearheaded by the United States to sort of contain the influence of China in the Pacific? I don't know if anyone's got an answer on this. I know it's a touchy issue. But China is slowing down. However, India and ASEAN nations are still young population. There is a lot of potential growth. So if free trade agreement and goods and services becomes much more cross-border, then I think the potential of ASEAN is very strong. Anil Sharma, which countries, and Mark, oh, vous vouliez répondre, pardon, Baek-Soo, sur cette question, non? Non, mais je suis tout à fait d'accord pour dire que le potentiel est bien sûr très élevé concernant une union, vraiment une union réelle, effective au niveau de l'ASEAN. Alors, le seul souci, c'est que pour l'instant, l'union n'est pas si unie. Donc, et en plus, on est face à des pays, à part quelques-uns, qui sont de grande taille et de grande population. Puis vous avez quand même des marchés quand même très segmentés. Donc la plupart, c'est des petits pays asiatiques du sud-est d'Asie. Donc la réglementation du marché est quand même différente. L'accès au marché est évidemment différent, donc il faut négocier avec chacun des pays pour pouvoir vraiment accéder à chacun d'eux. Donc pour l'instant l'union ça existe, mais l'union n'est pas si unie, et donc tant que l'union n'est pas si unie, c'est difficile de former une vraie force, que ce soit utilisée par les États-Unis ou pour eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on parle toujours de l'ASEAN plus 3 ou même l'ASEAN plus 4, donc on inclut aujourd'hui l'Inde, il y a la Chine, la Corée du Sud et le Japon qu'on n'a jamais vraiment ignoré dans le paysage de l'ASEAN. Parce que l'ASEAN ne peut pas se séparer de ces 4 grandes économies dans la région. Anil Sharma, among these countries in Southeast Asia, which one do you think offer the greatest potential in the next few years? I feel that Vietnam is going to be the highest potential, and Philippines also is going to be a very potential country in the Asian, and of course the India is going to be a highly potential country. About India, I can say that, of course, they are tackling a lot of infrastructure issues. Can you? Yeah, about the India, they are really tackling a lot of infrastructure issue. So they're working on addressing the infrastructure issue. They are even looking for some foreign direct investment in the infrastructure. Besides, in India, basically, they are also trying to, this banking sector is overheated, and corporate balance sheets are looking more debt oriented, so they are trying to strengthen, they are trying to put more liquidity into the banking sector. But Indian economy is growing despite there was being a drought situation for almost 2 successive years. The rural population is not having that much purchasing power, but in spite of that, Indian economy is growing. But there are a lot of issues, like they have to tackle the poverty, they have to tackle the infrastructure, they have to strengthen the banking sector. But they're working very hard because some of the sectors are really giving them a resounding growth, like IT BPO sector is contributing almost 8% of the GDP. Yes, the current slowdown of China is actually leaving India as the other big emerging power, still growing at a very quick pace in Asia right now. What's your opinion, Dean Yoshino? And also, how do you see the situation unfolding in South Korea?
and Japan. I know you've been one of the architects of the Abenomics. What do you think will be the impact in the coming year of these policies? Well, we've seen some, I would say, mixed results in the past months. Japanese economy, Prime Minister Abe came into power 3 years ago. First, there are 3 arrows. First arrow is monetary policy, quantitative easing. This is very easy to do. Lots of printing money. Everybody can do it. And second one is consolidation of fiscal budget deficits. And third one is structural program. And second one is still keep on going, but increasing sales tax and reducing government spending. The third arrow, structural reform, takes long time. The biggest problem for Japan was aging population. And monetary policy cannot deal with anything about aging population. So my proposal in Japan is we have to work much longer, and wage rate should be based on productivity. Those are the key for Japanese economy to recover. So you're not ruling out another deflation this year? No, I think it takes time for the structure. And Prime Minister Abe introduced to employ older people last week. That is very good. But wage rate has to be based on productivity. Japan has a seniority wage rate system. That will not be sustainable. So wage rate is based on productivity and to make people work much, much longer. And female participation in the labor market will do the much more sustainable economic recovery for Japan. Now, speaking of the situation in India, because of course this is one of the big countries that we haven't really spoken besides what Anil has just said. Biggest problem of India is lack of infrastructure. And also people talk, and without doing so much. So I think that is a problem for India. And one more thing, the difference between India and Japanese. Japanese are much more group-oriented. Indians are very much individual-oriented. So I think societies are different, but the infrastructure is the key for India. Yeah, you had to be politically incorrect at some point. We didn't thought it would be coming from you. Any reaction? Yeah, I think I agree with him because infrastructure is really a struggling point for the India, but they are really working very hard because they have not anticipated this level of activity and this level of growth. So they are really working hard, and I'm sure that with the kind of the current government's initiative, this is definitely going to happen. Of course, India is a democratic country, so it requires to have the consensus from all the parties. So oftentimes there are difficulties in obtaining the consensus because of the political differences and because of the other reasons. But I'm sure that there is going to be a bright future as far as the development of infrastructure and other areas are concerned, just to give a further boost to the economy. And in spite of all that, the economy is growing. Of course, which shows that the economy has a higher potential to grow. Maybe it might grow the double digit, but because of certain factors, certain regions, certain bottlenecks, probably it is not able to grow the level it is destined to grow. Now I have this question for all of you, whether the Trans-Pacific Partnership has taken some time to sign it, the Congress still need to ratify it, but whether it's going to help offset the negative impact of the Chinese slowdown on Asia. Big Sue, si vous avez une. Alors, cette question, alors vous m'avez posé la première question qui était difficile à répondre, là la dernière aussi. Alors la Chine, elle est exclue de ce... voilà. Mais vous pouvez avoir une opinion quand même. Alors, bien sûr, bien sûr. Alors pour l'instant, pour que les choses soient vraiment mises en place, je pense qu'il faut attendre un certain délai, de minimum 1 an et 2 ans. Donc on a quand même cette urgence de croissance à court terme qui est bien devant nous. Et donc ce sont les économies qui, d'une part, c'est parce qu'il y a la croissance de l'économie qui ralentit, mais d'autre part, c'est la croissance mondiale qui ralentit. Donc on a quand même des exportateurs dans la région asiatique qui fait face à la demande mondiale. Donc ça, je pense qu'il y a quand même un besoin d'urgence à court terme que ce traité trans-pacifique ne peut pas vraiment satisfaire tout de suite. Donc voilà. Par contre, can I ask a question to my neighborcast? Of course. Yeah.
According to you, are Chinese people individual-oriented or group-oriented? I think individual-oriented, much more than group-oriented. As far as the TPP is concerned, I think in general we should pursue it. However, sector by sector, adjustment speeds are very different. Especially agricultural sector takes a long time. So I think that we have to take into account of the different adjustment. Financial sector is very quick. The manufacturing takes a little bit longer, and agricultural sector takes much, much longer. So I think the adjustment has to be taken into account. And one more is exchange rate has to be market-oriented. Otherwise, the TPP will not be working very well. Final question to you, Madam Ambassador. How did the Philippines position itself concerning these different, these various alliances, the ASEAN Economic Community, the Trans-Pacific Partnership, and also the Chinese initiatives related to what we said earlier, the New Silk Road? Well, you're part of the AIAB, as you said. Yes, but I'd just like to answer first the TPP. Yes, yeah. I think there is interest on our part to join the TPP, but there are certain constraints like constitutional provisions that we still have to amend. Your question about ASEAN, I think the Philippines is the center point of our relations is ASEAN. And we are of the view that in any activity, there is always ASEAN centrality. And that is very important for us in terms of our economic and as well as political relationships. Thank you very much, and thank you to all our panelists. This is now the end of this third panel discussion. Thank you all.